puisque nous avons, avant de nous séparer, une dernière intervention qui est, me semble-t-il, particulièrement importante. Hier matin, je vous ai brossé un panorama géopolitique mondial et j'ai surtout utilisé mon temps à vous raconter Donald Trump et ses imprévisibilités. Le temps m'avait manqué pour parler de quelqu'un d'autre qui était tout aussi important et peut-être encore plus important pour l'avenir de l'économie mondiale. Je veux parler de Xi Jinping et de la Chine, dont j'ai seulement évoqué le fait qu'il a été réélu, entre guillemets, au 19e congrès, puis s'est affranchi des règles que Deng Xiaoping avait mises en place. Et donc, j'avais intitulé mon transparent Xi Jinping sur la trace des empereurs. Ceci étant, la Chine reste probablement encore plus que les États-Unis un élément déterminant de la géopolitique et de la dynamique économique mondiale. Et nous avons la chance ce matin de terminer ces rendez-vous de l'assurance transport avec une des meilleures spécialistes françaises de la Chine qui rentre à peine de Pékin. Et je suis très heureux d'accueillir Alice Ekman. Alice dirige le centre Chine de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. L'IFRI, c'est le plus important think tank français, fondé il y a maintenant 30 ou 40 ans par Thierry de Montbrial, et qui est un des think tanks qui rivalisent avec les Brookings Institution ou autres américaines. Alice est docteur en sciences politiques et docteur de Sciences Po, diplômée de la London School of Economics, une très grande spécialiste de la Chine. Elle a été chercheur invité à Pékin, à Taipei, à Séoul. Elle vient de diriger la publication au CNRS Éditions d'un livre, La Chine dans le monde. Il n'y avait pas meilleure personne avec laquelle terminer ces rendez-vous de l'assurance transport en nous éveillant finalement à quelques nouvelles réalités, non seulement chinoises mais internationales, puisqu'avec elle, vous allez enfin savoir ce que sont ces nouvelles routes de la soie, ce Belt and Roads dont nous avons un petit peu parlé durant ces 2 jours, mais qui reste pour nombre d'entre nous encore relativement peu connu. Alice, à vous. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très élogieuse. C'est toujours un peu gênant, vous me faites rougir, mais ça va bien avec le fond de cette slide-là. Donc j'espère que c'est une transition finalement en couleur pour essayer de vous passionner la dernière heure qui reste, puisque j'ai bien compris que vous avez eu un programme très chargé avec une journée et demie presque chargée, parce qu'il y a aussi le foot qui est passé par là, j'ai cru comprendre. Malgré le foot, une journée quand même, un programme très chargé et on est à la toute fin, mais je vais essayer de vous convaincre que plus que jamais la Chine est passionnante et l'analyse géopolitique de la Chine, des ambitions de la Chine est passionnante, notamment par le prisme des nouvelles routes de la soie, que j'imagine vous avez tous entendu parler d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vraiment un concept clé qui a été martelé par Xi Jinping. Ce que je vous propose, c'est une présentation en une trentaine de minutes avant de laisser la place pour les questions-réponses, c'est de vous expliquer en quoi consiste ce projet, de la manière la plus simple et la plus claire possible, parce que le projet lui-même est assez flou. Deuxième chose, quel doute ou questionnement suscite ce projet chinois, notamment pour les intérêts français. Et troisièmement, une analyse un peu plus prospective sur les conséquences de ce projet, avec des scénarios d'évolution à moyen et long terme. Si le programme vous va. Et avant d'attaquer ces 3 objectifs, je vous propose quand même de vous donner 2 éléments de contexte importants de retour de Pékin. Le premier élément de contexte, c'est que la situation politique a changé en Chine. Elle a changé depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir à la tête de la présidence de la République de Chine en mars 2013, mais surtout elle a changé depuis le 19e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu en octobre dernier. C'est vraiment un tournant en termes de durcissement de la situation politique intérieure. Et je le dis de manière totalement objective, on voit vraiment une évolution
depuis près de 8 mois. Évolution qui a des conséquences sur la prise de décision, sur le degré d'initiative des cadres locaux comme centraux, et puis sur l'atmosphère générale à Pékin, dans les ministères, à la NDRC, qui est l'équivalent du plan chinois, qui prend pas mal de décisions, notamment concernant les routes de la soie. Premier point. Deuxième point, les ambitions de politique étrangère chinoises ont beaucoup évolué entre Hu Jintao et Xi Jinping. Xi Jinping mène une politique étrangère beaucoup plus ambitieuse. Il parle lui-même de renouveau de la nation chinoise. C'est-à-dire qu'il est temps pour lui de consolider le statut de leader régional et mondial de la Chine. Et pour lui, c'est un juste retour à la normale, finalement, parce que la Chine, compte tenu de sa culture ancienne, millénaire, compte tenu de son histoire, est totalement légitime pour occuper la place de leader régional et mondial. Et pour cela, il multiplie les initiatives, il encourage la diplomatie chinoise à être toujours à l'initiative, c'est-à-dire avoir un temps d'avance par rapport aux diplomaties installées. Et parmi ces initiatives se trouvent les nouvelles routes de la soie. Donc, les nouvelles routes de la soie, c'est vraiment le projet de Xi Jinping, c'est le projet du président, c'est le projet de la nation chinoise pour le renouveau. Donc c'est vraiment un projet prioritaire, central. Et cette priorité indique que le projet sera en place, sera développé tant que Xi Jinping lui-même est au pouvoir. Et comme vous le savez, Xi Jinping a amendé la Constitution pour mettre fin à la limite de temps du mandat présidentiel. Donc il peut potentiellement être président bien au-delà de 2023. On ne sait pas encore ce qu'il décidera, mais en tout cas, il a la possibilité aujourd'hui de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est que les routes de la soie, finalement ? C'est un sujet passionnant à analyser parce qu'il ne cesse d'évoluer. Le concept a été lancé à l'automne 2013 par Xi Jinping lui-même. Au même moment, Xi Jinping a lancé un brainstorming national et un brainstorming international. C'est-à-dire qu'il avait, avec ses conseillers, une idée générale du projet, mais il a sollicité les think tanks, les ministères, pour mettre du contenu derrière ce projet. C'est-à-dire que le projet a évolué au fur et à mesure de sa promotion, et donc il y a une dimension de communication évidente, des diplomaties publiques, mais si on ne comprenait pas à l'automne 2013 ce qu'était le projet de route de la soie, c'est totalement normal parce que les Chinois eux-mêmes ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient mettre derrière. C'est renforcer une stratégie de diplomatie économique, investir dans les infrastructures, faire face au problème des surcapacités dans certains secteurs tels que l'acier sur le territoire chinois, désenclaver les provinces occidentales et centrales du pays qui, traditionnellement, depuis l'ère de réforme et d'ouverture lancée par Deng Xiaoping, sont moins développées que la côte est, sud-est du pays. Et c'est aussi internationaliser les entreprises chinoises, mais progressivement, ce projet a évolué et on note deux types d'expansion, une expansion géographique, une expansion sectorielle. Alors je m'explique, extension géographique, au départ, les communications officielles chinoises mentionnaient une soixantaine de pays concernés. Donc c'est-à-dire une soixantaine de pays qui seraient sur les routes de la soie, selon Pékin. Lors de son discours de Davos il y a plus d'un an, donc à l'avant-dernier Davos, Xi Jinping a mentionné une centaine de pays et d'institutions internationales concernées. Donc déjà, on passe de 60 à 100, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit les communications officielles chinoises, on a l'impression que finalement que tout pays peut être potentiellement concerné par les routes de la soie, que tout le monde est le bienvenu, de l'Arctique à l'Afrique du Sud, en passant par l'Amérique latine jusqu'au Vietnam, tout le monde est le bienvenu. Donc c'est quand même intéressant à prendre en compte, parce qu'ils sont vraiment du tracé historique des routes de la soie. On n'est plus du tout dans un cadrage eurasiatique, même si les diplomates chinois soulignent que l'Eurasie demeure le cœur de leur projet. Expansion sectorielle. Au départ, la diplomatie chinoise soulignait l'investissement dans les infrastructures, donc infrastructures de transport, mais aussi donc transport maritime, aérien, routier, ferroviaire, mais aussi infrastructures de télécommunications, réseaux mobiles, câbles sous-marins et data centers, infrastructures énergétiques, et aussi multiplication, construction à l'étranger de ces parcs industriels ou zones industrielles spéciales telles que Deng Xiaoping les avait développés sur le territoire de la Chine au cours des années 80 et qui se multiplient encore sur le territoire chinois à l'heure actuelle. Donc au début, finalement, on se concentrait sur les infrastructures dures, matérialisables, des ports, des aéroports, des routes, des autoroutes, des trains, et de plus en plus, on note une expansion immatérielle des routes de la soie.
Les diplomates chinois parlent de plus en plus de coopération universitaire, coopération scientifique, coopération culturelle, échange touristique, ce qu'on appelle en langage diplomatique people-to-people cooperation, dans tous les sens du terme. On a l'impression quand même à l'heure actuelle que tout peut être mis sous l'étiquette route de la soie. Hein. Même même un défilé fashion show à Paris qui s'appelle route de la soie. Enfin, on est vraiment, c'est pas une anecdote, on est vraiment dans un développement, un étiquetage de projets un peu tous azimuts qui pose problème lorsque certaines institutions officielles se posent la question, doit-on signer ou pas un accord formalisant le soutien du pays aux routes de la soie. C'est-à-dire on se met d'accord sur quoi? Sur la coopération maritime, sur la coopération en termes de télécommunications, sur la coopération culturelle. Pour les Chinois, ça veut dire à peu près tout ça à la fois. Et de plus en plus, et là c'est le troisième point concernant l'expansion, on note, en analysant les propos tenus à Pékin, que de plus en plus, pour les autorités chinoises, les routes de la soie, c'est une nouvelle forme de mondialisation. Clairement, aussi simplement que ça. C'est-à-dire, c'est une manière de mieux gérer les flux, qu'ils soient des flux de marchandises, flux de touristes, des flux de données, et mieux de les maîtriser aussi. C'est-à-dire, la Chine est consciente qu'elle a un retard dans certains types d'infrastructures, par exemple les câbles sous-marins, et qu'elle est dépendante pour le flux des données d'infrastructures américaines ou européennes, et qu'il est temps pour la Chine, pour avoir davantage d'indépendance, ou en tout cas davantage contrôler une partie de ces flux, de développer des infrastructures qui les gèrent, et d'investir progressivement dans aussi des partenariats entre les infrastructures existantes, notamment partenariats entre ports, partenariats entre aéroports, et finalement de créer des plateformes de coopération sous le label des routes de la soie. De plus en plus, les autorités chinoises appellent à ce qu'ils appellent la policy coordination en anglais, c'est-à-dire qu'il faut aligner les priorités stratégiques des infrastructures concernées, des institutions concernées. La Chine organise des forums sur les routes de la soie. Alors on peut dire oui, et alors tout le monde, toutes les diplomaties qui en ont les moyens organisent des grands forums. À différence pour la Chine, ce sont des forums assez ambitieux. Par exemple, elle a organisé un forum en mai dernier à Pékin sur les routes de la soie. Mai dernier, je parle de mai 2017, pardon, et qui a réuni quand même plus d'une vingtaine de représentants d'États autour d'un agenda chinois à Pékin, et qui a donné, qui a mené à la signature de différents accords cadres avec une diversité de pays. Et l'impression que certains diplomates européens avaient lors de la préparation de ce type de forum, c'est que finalement la Chine cherche à faire presque à convertir ce forum en un nouveau G20 presque. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi de convertir des événements et des rencontres routes de la soie comme des rencontres multilatérales à part entière, qui permettent, quel que soit le sujet abordé finalement, puisque tout est possible, de rassembler autour d'une table et d'un agenda principalement formulé par la Chine, une diversité d'acteurs internationaux, principalement des gouvernements, mais aussi de plus en plus des entreprises, des centres de recherche et des acteurs de la société civile au sens large. Alors, si l'on regarde, on n'a que 2 documents en fait assez éclairants sur les routes de la soie qui ont été diffusés par les autorités chinoises, qui sont réticentes à formaliser réellement le tracé des routes, mais aussi la liste des pays concernés. Quand on demande les 100 pays, quels sont-ils, on n'a pas de liste exhaustive, parce que leur méthode, c'est work in progress, promouvoir un projet qui est toujours en évolution. Donc, et aussi le fait que le projet soit flou rend difficile un positionnement pour les partenaires. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut accepter ou pas ce projet? Comment se positionner stratégiquement par ce projet? Quand on n'arrive pas à le délimiter concrètement, le positionnement est naturellement plus difficile. Toutefois, on dispose quand même d'assez d'éléments, d'assez de recul. Après 5 années après le lancement du projet, 2 documents. Un document qui a été publié en mars 2015, qui est un document cadre assez large sur les grandes orientations, qui justement souligne cette expansion sectorielle, et un document qui devrait davantage vous intéresser, qui concerne spécifiquement le port maritime des routes de la soie, donc les routes maritimes, qui a été publié en juin 2017 par la NDRC et le State Oceanic Administration, qui n'est pas très long, 9 pages, mais qui souligne quelles sont les orientations des nouvelles routes de la soie et les priorités des nouvelles routes de la soie dans le domaine maritime pour
pour les autorités chinoises. Je ne vais pas m'étendre parce que je ne suis pas spécialiste des questions maritimes, mais je vais quand même souligner les principaux éléments qui me semblent importants, qui me semblent se dégager du document. Et là, c'est en termes d'analyse, je vais souligner 5-6 points qui me semblent importants. Tout d'abord, les autorités chinoises appellent à la formation d'un Blue Partnership, c'est-à-dire que les pays qui seraient situés le long des routes de la soie sont invités à aligner leur stratégie avec la stratégie chinoise des routes de la soie. Alors, c'est encore une fois en termes de coordination, de rencontres entre ministères, de rencontres entre ports, une volonté très forte aussi de jumelage des ports. Et ça, c'est indiqué clairement dans le document. Il faut renforcer les partenariats entre les ports et créer des alliances de ports. Ces alliances sont fortement encouragées par le gouvernement chinois. Ensuite, adossé à ces ports, il faudrait, selon les autorités chinoises, développer de plus en plus la création ou l'extension de parcs industriels maritimes. Et il s'est marqué noir sur blanc, donc il faut des parcs industriels maritimes à proximité des ports et qui bénéficieraient principalement aux entreprises chinoises. Je vais en reparler après, en tout cas dans la formulation, c'est assez clair. Ensuite, il y a aussi un appel clair au développement du réseau de câbles sous-marins, mentionné précédemment. Il y a aussi une mention explicite de l'Arctique, qui doit jouer un rôle majeur dans les routes de la soie. À la fois, un paragraphe est dédié dans ce texte-là, mais aussi la Chine a publié un livre blanc spécifique sur sa stratégie vis-à-vis de l'Arctique, qui mentionne lui-même les routes de la soie. Donc on voit vraiment que l'Arctique est une priorité pour la Chine. Et de plus en plus, l'impression qui se dégage de ce document, c'est que la Chine se positionne comme fournisseur de solutions, comme assistant, voire comme formateur. C'est-à-dire que la Chine est à disposition des pays qui le souhaitent pour apporter son expertise maritime, est à la disposition des pays qui le souhaitent pour apporter aussi des bases de données, des informations agrégées, les données qu'elle aurait pu collecter le long des routes de la soie grâce à la policy coordination, à la mise en commun des informations. Aider à l'exploration, à l'innovation dans les questions maritimes. Donc la Chine aimerait vraiment se positionner comme fournisseur de solutions, et cet axe, cet élément du pan maritime des routes de la soie est totalement aligné à la stratégie plus large de la Chine de promouvoir un modèle de développement et de gouvernance alternatif tel que Xi Jinping le martèle explicitement depuis près de 6 ans. On pourra éventuellement en reparler lors des questions-réponses, c'est un point important. Donc, dimension économique évidente qui se détache du document sur le pan maritime, avec aussi un élément très important concernant les normes et standards. La Chine souhaite promouvoir de nouvelles normes et standards dans le secteur maritime, notamment dans ce qu'elle appelle le développement propre des océans, avec la volonté de créer des standards techniques en matière de développement durable. Je ne vais pas m'étendre parce qu'on arriverait dans des domaines trop techniques, mais en parallèle à ces ambitions économiques se développe aussi une dimension géostratégique évidente à la lecture des communications chinoises, avec un enjeu de sécurité maritime explicitement mentionné dans les documents. Et puis, de fait, sur le terrain, comme vous le savez, la Chine est très active en mer de Chine du Sud pour la construction, mais aussi la militarisation de certaines îles et certains îlots contestés, tels que les Spratleys. Et de plus en plus, Chine et États-Unis s'opposent quant à l'interprétation du droit de la mer et de la liberté de navigation, et la situation ne s'améliore pas, je peux le dire, de retour du sommet de Shangri-La à Singapour, où on est de plus en plus dans un dialogue de sourds sur le droit de la mer. En tout cas, la Chine reste déterminée à continuer à promouvoir ses intérêts, ce qu'elle perçoit être comme des intérêts en mer de Chine du Sud, et aussi à renforcer sa présence navale, alors qu'elle considère qu'elle a un retard très important par rapport aux États-Unis. Et vous avez peut-être entendu parler de la création de la base militaire de Djibouti. Et nous pouvons envisager à long terme la création d'autres bases chinoises dans d'autres théâtres, notamment en vue d'évacuer dans de meilleures conditions les ressortissants chinois présents à l'étranger, qui sont de plus en plus nombreux, y compris dans des zones à risque. Donc globalement, à la lecture de... si on essaie de faire une explication de texte et de prendre un peu de hauteur, à la lecture de ce document, on a vraiment l'impression que la Chine a une stratégie quand même très élaborée, très minutieuse, très réfléchie. En tout cas, ce qu'elle laisse publier, ce qu'elle laisse transparaître dans les documents publics est assez clair.
avec des objectifs sur 2035 et 2050. Donc c'est une stratégie de long terme de développement des voies maritimes, de ses capacités maritimes à la fois dans le domaine économique et militaire. Et aussi une prise en compte logique, naturelle, des intérêts chinois en premier lieu. Les entreprises chinoises sont mentionnées dans toutes les grandes orientations que j'ai mentionnées, c'est-à-dire que les parcs industriels doivent profiter en premier lieu aux entreprises chinoises. En tout cas, si je cite pour être la plus juste possible, il faut promouvoir la participation des entreprises chinoises dans les parcs industriels. C'est ce que la Chine affiche dans ses documents. Et de plus en plus, la question des retombées locales se pose quand on essaye d'analyser et de projeter aussi les conséquences des nouvelles routes de la soie dans une diversité de pays. Donc, les questionnements aujourd'hui sur les routes de la soie sont les suivants. Premier questionnement concernant l'évaluation du risque. On a vu que la Chine investit beaucoup dans des zones à risque. On pense au port de Gwadar au Pakistan, on pense à certains pays d'Asie du Sud-Est, à certains pays d'Afrique. La Chine est consciente qu'il lui a fallu, à la fois du côté des secteurs privés, mais aussi des ministères, renforcer l'évaluation du risque. Mais aujourd'hui, l'impression que l'on a lorsqu'on dialogue avec des institutions chinoises telles que la NDRC, qui est en charge de superviser les routes de la soie, c'est qu'ils ne sont peu disposés à accepter les questionnements, les réticences ou les doutes venant de représentants étrangers, de chercheurs étrangers, concernant certains investissements dans des pays à risque. Dans un contexte politique qui s'est durci, où uniquement le chef de la délégation a la possibilité de s'exprimer, où c'est aussi un peu la course aux résultats, c'est-à-dire que dans certaines institutions, compte tenu de la nouvelle pression qui pèsent sur leurs épaules, il faut délivrer, il faut montrer que les routes de la soie se développent correctement, que le projet va bien, que tout a été planifié, tout a bien été pris en compte. Mais au final, des questionnements se posent sur la transmission du risque ou même parfois des échecs au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience dans certains think tanks, dans certaines institutions, des problèmes rencontrés par certaines entreprises chinoises dans des zones à risque. Mais est-ce que ces informations remontent jusqu'à Xi Jinping dans un contexte où tout le monde a de plus en plus peur de Xi Jinping? Et c'est la réalité, je le dis aujourd'hui, de retour de Chine, après avoir rencontré des interlocuteurs qui avaient beaucoup moins peur de Hu Jintao ou qui avaient beaucoup moins peur de Xi Jinping version 1.0, c'est-à-dire de 2013 à 2018. Et le 2017, le 19e congrès a vraiment changé les choses. Deuxième questionnement concernant les routes de la soie est relatif au degré de prise en compte des propositions des institutions étrangères. C'est-à-dire que l'approche de la Chine est la suivante. Voilà, nous lançons les routes de la soie. Vous, acteurs étrangers, ports, ministères, entreprises, quelles propositions vous nous faites? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles suggestions vous avez? Quelles idées, projets vous pouvez mettre sur la table? C'est vraiment l'approche que l'on note du MEDEF au ministère. C'est-à-dire que en tout cas, les délégations chinoises essayent de susciter ce type de questionnement dans les institutions qu'elles rencontrent. Et de fait, aujourd'hui en France, certaines institutions ont vraiment consolider une réflexion stratégique assez élaborée concernant les routes de la soie, concernant l'opportunité que cela peut représenter pour leur industrie. Je pense par exemple à la SNCF, je pense au port de Marseille, je pense bien sûr à certains ministères, à certaines villes telles que Lyon, qui est un point de destination d'une route ferroviaire partant de Wuhan et passant par Duisbourg, qui a été réactivée dans le cadre des routes de la soie pour le transport de marchandises. Mais lorsque Marseille propose aux autorités chinoises d'être sur les routes de la soie, ce qu'ils fait actuellement, elles le font de manière publique, donc je peux le dire, notamment ils l'ont fait lors de la visite du Premier ministre il y a quelques jours, le Premier ministre français Édouard Philippe en Chine, à quel point cette proposition est intégrée par les autorités chinoises pour ajuster éventuellement le tracé des routes et pour soutenir Marseille comme un hub des routes de la soie ou comme un hub maritime. Parce que Marseille considère que c'est peut-être une opportunité pour renforcer son positionnement comme une route maritime alternative par rapport à la route passant par le nord et que les routes de la soie sont une opportunité. Mais aujourd'hui, le problème que l'on voit, c'est qu'on voit une réflexion stratégique au niveau central extrêmement élaborée, mais parfois un problème de mise en application au niveau local. En tout cas, les autorités chinoises ne semblent pas avoir pris en compte pleinement
les spécificités et les besoins locaux dans leur stratégie de mise en application de ce grand cadre qui a été élaboré au niveau central. Ça paraît un peu administratif ce que je dis, mais c'est un projet très administratif, très bureaucratique. Et la réalité, c'est que concrètement, quand on pose clairement la question au ministère des Affaires étrangères, notamment les personnes en charge de la région, pourquoi la Chine a investi dans plus d'une douzaine de ports du bassin méditerranéen, pourquoi là, il n'y a pas de réponse du tout. Alors on peut dire peut-être qu'on ne pose pas la question aux bonnes personnes, mais même on n'a aucune précision sur la mise en application, la déclinaison locale des routes de la soie. Aujourd'hui, les précisions que l'on a, c'est des précisions du côté des acteurs étrangers, français, européens, méditerranéens, etc. Donc, lorsqu'on parle de policy coordination, jusqu'où va la coordination? Est-ce que c'est un alignement aux priorités chinoises ou est-ce que c'est une route qui va dans les deux sens? La question reste posée, notamment la question des ajustements aux besoins locaux reste prégnante à mon avis. Et la question aussi de la clarification est à mon avis de plus en plus importante. Aujourd'hui, l'utilisation du terme route de la soie suscite des malentendus de plus en plus importants compte tenu de l'extension géographique sectorielle que nous observons ces derniers temps, mais aussi certains mots-clés, parce que la diplomatie chinoise aime beaucoup les mots-clés tels que coopération en pays tiers, par exemple. La Chine encourage les acteurs français, les entreprises françaises à coopérer ensemble pour la promotion de projets route de la soie dans des pays d'Afrique francophone, par exemple. Mais à répéter toujours ce concept, est-ce qu'on arrive vraiment à développer des projets concrets pour aller au-delà de la validation administrative attendue par les autorités chinoises qui cherchent de plus en plus à vraiment rencontrer un soutien formel, à formaliser le soutien d'institutions, et en premier lieu du gouvernement, au projet des routes de la soie. Dans le cadre plus large, de la volonté plus large de Xi Jinping de créer un cercle d'amis, c'est-à-dire qu'il y aurait les pays routes de la soie et le reste, et les pays routes de la soie seraient les amis de la Chine, et les autres pays ou les autres institutions seraient dans une zone grise, et la Chine attendrait qu'ils rejoignent le cercle des amis à terme. Et ça paraît un peu simpliste comme approche, mais Xi Jinping parle explicitement de cercle d'amis, il parle explicitement de la volonté, de la nécessité de créer un cercle d'amis dans le cadre actuel, et il parle aussi de nouveaux types de relations internationales. Il est temps de revoir la façon dont les États et les organisations internationales interagissent. Le système des alliances va être dépassé en Asie-Pacifique et au-delà, et il faut créer un système de partenariat, en premier lieu partenariat économique et puis politique et géostratégique, que la Chine se propose de superviser. Voilà. Alors après, il y a parfois des comparaisons avec le système impérial, avec Tianxia, etc. Je vous épargne ça parce que c'est pas, on a une période de temps limitée et puis parce que souvent les comparaisons sont risquées. Mais en tout cas, la volonté de remettre en cause le système des alliances et de développer un nouveau type de partenariat avec un cercle d'amis de plus en plus important, ça c'est une volonté officielle affichée de Xi Jinping qui est qu'au début de la mise en place, en tout cas de cette volonté-là, et les déclarations sont assez récentes. Alors, si on essaye maintenant, peut-être pour conclure en quelques minutes, pour laisser assez de temps aux questions-réponses, d'anticiper l'évolution du projet des routes de la soie. Alors, c'est très risqué pour un chercheur de faire ce type de travail, mais c'est aussi passionnant. Plusieurs variables d'abord, avant de se lancer dans les scénarios, pour limiter le risque. Peut-être, je pense à 3 variables principales, mais la liste est non exhaustive. Évolution de la situation politique en Chine. Quel sera le déploiement des routes de la soie dépend beaucoup de la durée du mandat de Xi Jinping, que l'on ne connaît pas aujourd'hui, et dépend aussi de la stabilité du Parti communiste chinois, puisque c'est le projet de Xi Jinping et du Parti communiste chinois aujourd'hui. Deuxième variable, la santé économique de la Chine. Je pense que M. Chalmin en a parlé hier, et peut-être que vous avez aussi des éléments ce matin, donc je ne vais pas revenir dessus. Mon analyse est plutôt de dire la chose suivante: quel que soit le taux de croissance de la Chine dans les prochaines années, la détermination, le projet est une telle priorité pour le président actuel, et la Chine a tellement communiqué sur ce projet, à la fois en Chine et à l'étranger, qu'elle va devoir délivrer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que même si le taux de croissance ralentit, de mon point de vue, seul un taux de croissance, un très fort ralentissement du taux de croissance serait capable de remettre en cause le projet chinois, notamment parce que le projet chinois lui-même est considéré comme un relais de croissance. C'est-à-dire que c'est justement parce que l'économie fait face à des difficultés qu'il faut développer ce projet qui doit générer des nouveaux débouchés en termes de croissance à l'étranger, de nouveaux débouchés, nouveaux marchés pour les entreprises étrangères chinoises. Donc au contraire, les difficultés économiques justifieraient encore davantage le besoin de développer les routes de la soie, même si
s'il y avait des restrictions budgétaires, la Chine aurait du mal, en effet, à soutenir avec autant de force son projet. Par exemple, vous pourrez anticiper une réduction des forums route de la soie, une réduction de la propagande, de la diplomatie publique qui entoure les routes de la soie, mais je ne pense pas que le projet sera abandonné d'ici 2035. Ça me paraît peu réaliste compte tenu des annonces et compte tenu aussi justement du lien entre difficultés économiques rencontrées par la Chine et besoin de trouver un projet qui permette d'apporter des solutions face à ces difficultés. Et la troisième variable, c'est bien sûr la réaction des pays étrangers face au projet chinois. Les réactions sont mitigées, comme vous le savez. Par exemple, l'Inde a formellement rejeté le projet chinois, formellement, et ils l'ont fait publiquement en refusant de participer au Forum des routes de la soie de mai 2017, ce qui a suscité des réactions très vives côté chinois. Certains pays sont sceptiques par rapport à des projets qui ont été développés sur le territoire. Je pense par exemple au Sri Lanka, qui se retrouvait en situation d'endettement par rapport à un port route de la soie que l'État n'avait pas les moyens de financer et que la Chine va gérer suite à cette situation d'endettement. Et de plus en plus, un questionnement se pose en Europe. Il y a quand même un enthousiasme relativement partagé par les pays d'Europe du Sud, les pays d'Europe centrale et orientale qui ont besoin d'infrastructures et qui ont des positions vis-à-vis de la Chine variables selon le gouvernement au pouvoir et selon aussi la nature de leurs relations avec Pékin historiquement. Mais en Europe occidentale, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans certaines mesures en Italie et en Espagne, voilà, c'est une position, on va dire, une approche de beaucoup de précautions dans la réponse apportée au projet chinois et beaucoup de questionnements aujourd'hui, au même moment où Donald Trump et d'autres pays, dont la France, essayent de promouvoir une approche, une stratégie indo-pacifique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Donald Trump, il y a près de déjà plusieurs semaines, mais aussi James Mattis, lors de une de ses dernières déclarations à Singapour, mais aussi le président Macron lors de sa visite en Australie, ont clairement affiché leur soutien à une stratégie indo-pacifique qui de plus en plus apparaît comme une réponse assez stratégique au projet chinois des nouvelles routes de la soie. Une réponse opérationnelle, militaire, avec renforcement de coopération, d'exercices militaires conjoints entre différentes marines, mais aussi de plus en plus ce projet présenté comme un projet de développement des infrastructures soutenu par les investissements dans le secteur privé. Et peut-être que cet axe se développera dans les prochaines années et nous verrons émerger deux grands projets de diplomatie économique en compétition, avec une compétition qui pourrait se renforcer. Donc ça pourrait être un scénario 2. Renforcement de deux projets développement des infrastructures alternatifs, avec d'un côté un projet chinois soutenu par un certain nombre de pays en développement, mais aussi soutenu par la Russie, alors que les relations Chine-Russie se sont renforcées, mais aussi soutenu, pourquoi pas, par la Corée du Nord. Si on fait l'analyse prospective, la Corée du Nord qui a des besoins d'infrastructures massifs, ça aussi, ce serait un élément à prendre en compte si on évoque 2035, voire 2050. Et de l'autre côté, les alliés des États-Unis, confortés dans ce package indo-pacifique, où l'Inde aussi jouerait un rôle important en termes de développement des infrastructures, compte tenu de ses besoins, mais aussi compte tenu de ses réticences par rapport au projet chinois et de son énervement, son agacement par rapport à des projets que la Chine développe au Pakistan dans des zones contestées par l'Inde. Ça, ce serait donc un scénario où on envisagerait une compétition entre projets. On pourrait, avant ce scénario mitigé, réfléchir à un scénario 1 où le projet chinois se développe, continue à se développer et tout fonctionne bien. Certes, oui, il y a des accros, il y a des problèmes au Sri Lanka, au Pakistan ou ailleurs, mais l'approche de la Chine, comme c'est une approche tous azimuts, ce n'est pas un petit projet qu'il va finalement arrêter l'élan majeur initié par Xi Jinping. Et puis, il y a toujours un plan B, un plan C, un plan D. C'est aussi l'approche en termes de financement, puisque la Chine appelle aujourd'hui à diversifier les sources de financement pour limiter les risques des projets financés donc, dans le cadre des routes de la soie. Je ne vais pas m'étendre parce qu'on pourrait aussi en parler lors des questions-réponses. Mais troisième scénario, le projet se développe un temps, continue à se développer compte tenu des annonces du gouvernement chinois, mais il s'essouffle pour plusieurs raisons.
Il s'essouffle parce que le projet coûte cher et en termes d'évaluation des risques, voilà, l'évaluation du risque a posé problème et certaines entreprises ne s'y retrouvent pas. Certaines entreprises chinoises engrangent des pertes. Au même moment, l'administration chinoise s'essouffle et fait en tout cas manifeste des signes de fatigue que l'on voit déjà en fait, parce que l'administration chinoise a l'obligation de répéter toujours ce mot-clé des nouvelles routes de la soie, a l'obligation de réfléchir et de communiquer en premier lieu autour de ce concept, mais il y a un flou qui continue à entourer le projet. Certaines administrations aimeraient là continuer le brainstorming et ajouter certains éléments de précision, mais dans le nouveau climat de peur qui s'installe dans l'administration chinoise aujourd'hui, beaucoup d'individus, même très compétents, ont peur de prendre des initiatives et même d'accorder leur accord, là je parle pour les cadres provinciaux, pour promouvoir certains projets internationaux dans le cadre des routes de la soie dans leur province. Donc, ce projet aussi pourrait s'essouffler du fait d'une opposition beaucoup plus directe de certains pays. Là, on parlait de compétition entre projets chinois et approche indo-pacifique. On pourrait aussi considérer que l'opposition de l'Inde, mais aussi l'opposition à venir de certains pays européens, là c'est vraiment de l'analyse prospective, mais aussi l'approche ou l'analyse de certains pays en développement qui considèrent que les retombées au niveau local ne sont pas assez fortes, notamment dans les parcs industriels, qui sont principalement occupés par les entreprises chinoises, que finalement les pays ne voient pas vraiment les retombées économiques de ce projet des routes de la soie et ils s'essoufflent à la fois pour des raisons internes, politiques, économiques et des raisons externes. Et ça serait le scénario négatif si l'on se place du point de vue de Pékin. Mais si j'ai décliné ces scénarios, ce sont vraiment des pistes de réflexion, c'est vraiment pour un peu mettre en perspective cet engouement ou cette fièvre des nouvelles routes de la soie. C'est un concept très à la mode, parce que la Chine a vraiment promu le concept au maximum dans sa diplomatie publique depuis 2013, avec une volonté qu'il soit répété, intégré, considéré par une diversité d'institutions internationales. Volonté également d'en faire un élément de bien commun, de l'intégrer dans des déclarations au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple. Mais toute cette communication pourrait retomber ou pas, tout dépend de l'analyse et on va dire des retombées économiques de certains projets, de certains investissements. Donc on est à la fois dans un projet extrêmement bien structuré et planifié et dans une grande entreprise de communication. Et notre défi pour les prochaines années, ça sera de continuer à lire les textes et les quelques documents accessibles publiés par les autorités chinoises pour savoir vraiment quels sont les objectifs et quels sont la méthodologie, quelle est vraiment la méthodologie promue par les autorités chinoises pour mettre en place ces routes de la soie. Et peut-être pour conclure, la méthodologie est à la fois extrêmement structurée, extrêmement coordonnée, mais de plus en plus rigide. Et cette rigidité commence à fatiguer certains acteurs étrangers, c'est-à-dire les mêmes mots-clés, la même façon de faire, organiser une commission bilatérale ou multilatérale pour identifier des projets clés, etc. Cette méthode-là est une méthode très répandue en Chine qui a suivi on est encore dans une économie planifiée avec des autorités centrales qui planifient à 5 ans, à 15 ans, à 40 ans, mais ce n'est pas forcément la méthode de pays européens et on note de plus en plus un écart en termes de méthodologie qui pose de plus en plus problème. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas vous, mais j'ai une perception maintenant de ces nouvelles routes de la soie beaucoup plus claire que l'impression que je pouvais avoir jusque-là. Nous avons une bonne dizaine de minutes pour des questions. Qui veut se lancer? Jean-Paul. Oui, merci pour cet exposé très clair. J'avais une question. Je crois que le Premier ministre, lors de son voyage en Chine, a invité les autorités chinoises à plus de transparence sur les projets. Est-ce que les autorités ont répondu à ce questionnement d'Édouard Philippe? Je prends une question. Oui. Très bien.
Alors, je vais être assez franche. L'impression que j'ai aujourd'hui, alors tout d'abord, elles n'ont pas répondu officiellement, publiquement. On n'en note pas. L'analyse des communiqués de presse de l'agence officielle Xinhua ne reprend pas ce mot explicitement. Et quand il est brièvement repris par une analyse du Global Times, il n'y a pas de réponse particulière, c'est juste de manière très factuelle. L'impression réelle que j'ai aujourd'hui de retour de Pékin, c'est que Xi Jinping considère qu'il n'a pas de leçon à se recevoir des étrangers, encore moins des pays occidentaux, et la France est considérée comme un pays occidental, dans un contexte où la rhétorique anti-occidentale s'est renforcée en Chine, avec beaucoup de virulence et de force ces derniers mois, beaucoup plus que lors des premières années. Et donc, je pense que l'approche chinoise interne, si elle n'est pas publique, ça veut dire transparence. Qu'est-ce que ça veut dire transparence? Chacun a sa définition de la transparence. La Chine aussi a sa propre définition de la transparence. C'est vraiment ça. Il y a de plus en plus, on a un jeu sur les mots dès qu'il y a un mot qui pose problème. De même manière, lorsque les autorités françaises parlent de réciprocité, ce mot n'existe pas dans la langue chinoise. Alors bien sûr, il existe, mais un jeu sur les mots, un jeu sur les décalages culturels, linguistiques éventuels, qui est vite balayé parce qu'on sait très bien que le mot Rouxiang, le concept de réciprocité même est au cœur de la culture chinoise. Donc, mais je pense aujourd'hui vraiment que certes, je pense que oui, il faut souligner le désir de transparence, de réciprocité, mais je ne pense pas qu'il soit intégré, pris en compte sérieusement par les autorités chinoises aujourd'hui. Je pense qu'il est peut-être intégré dans la stratégie de communication. C'est-à-dire, lorsque la Chine a compris au début, lorsqu'elle a lancé le projet, que le projet pourrait avoir l'air un peu d'être un projet imposé, elle a ajusté son approche en disant « mais non, n'hésitez pas à formuler des critiques, des suggestions, etc. » Mais que font les autorités de ces critiques, ces suggestions? Aujourd'hui, on n'a pas de preuves pour dire qu'elles sont intégrées dans le processus de réflexion, considérées pour ajuster la stratégie de fond. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Donc voilà, c'est ma réponse sur le mot de la transparence. C'est quand même... parce que si on réfléchit de manière... avec un peu de distance, la Chine a réussi à promouvoir un concept flou, et aujourd'hui, elle demande qu'on reprenne ce concept en acceptant le flou. C'est un exercice particulier. Et les autorités chinoises, les think tanks chinois nous disent, mais vous savez, l'approche de la Chine, l'approche de la politique étrangère de la Chine, c'est la suivante, c'est depuis Deng Xiaoping, on traverse la rivière, c'est crossing the river by stepping the stones, c'est-à-dire on traverse la rivière en tâtonnant, en sautant sur les cailloux. Donc c'est tac, 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 et on voit comment ça avance avec une approche expérimentale. Mais ce n'est pas la méthode de la plupart des diplomaties étrangères. Donc la Chine aujourd'hui aimerait qu'on accepte aussi cette approche et qu'on la partage ensemble, mais sans vraiment prendre en compte nos méthodes ou notre approche. Et aujourd'hui, de toute façon, l'approche de la Chine, et je le dis très clairement, c'est de dire maintenant c'est au monde de s'adapter à l'approche chinoise, c'est pas l'inverse. De quel droit? C'est les anciennes puissances occidentales, ces anciennes puissances colonialistes, impérialistes, qui nous ont fait souffrir pendant les guerres de l'opium, nous donnent des leçons. Et Xi Jinping fait très souvent référence aux 100 ans d'humiliation de la Chine, de guerre de l'opium, encore plus fréquemment qu'au Hu Jintao. Donc on est vraiment dans cette rhétorique, et on est dans, à mon avis, une guerre de communication qui touche les définitions même des mots. C'est-à-dire, la Chine aujourd'hui se positionne comme le garant de l'état de droit, de la mondialisation, du multilatéralisme, du libre-échange, mais on ne veut pas du tout dire les mêmes choses. Donc il serait intéressant, sur le plan stratégique, de clarifier ces définitions pour éviter les malentendus et les mauvaises surprises, je pense. Merci. Patrice Gilbert. Oui, merci. Juste une question qui dépasse un petit peu peut-être la route de la soie, mais qui en fait partie. Est-ce que vous pensez qu'une dictature comme la dictature chinoise peut tenir très très longtemps dans le monde actuel? Peut tenir très longtemps dans le monde actuel. Et alors, si vous pouvez développer un peu, parce que en discutant un peu, vous me disiez, et vous l'avez dit d'ailleurs plusieurs fois, qu'il y avait une sorte de chape de plomb qui était retombée, et que par ailleurs, Xi Jinping, peut-être plus que ses prédécesseurs, était un vrai communiste. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on prend des gants. C'est-à-dire, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir à la tête du parti à l'automne 2012 et à la tête de la présidence de la République en mars 2013, on ne savait pas vraiment qui était Xi Jinping. Il allait vers l'ouverture, vers la fermeture du pays, quel type de dirigeant, puisque les dirigeants ravissent les échelons en Chine en faisant profil bas, et ils se révèlent vraiment lorsqu'ils sont au pouvoir, une fois qu'ils sont pleinement adoubés
qu'ils ont témoigné le respect maximal à leurs supérieurs. Donc c'est vraiment difficile d'anticiper, même si on avait quelques éléments. Aujourd'hui, 5 ans après, on peut dire que c'est un communiste, et j'ai aucun problème à le dire. Il a renforcé l'enseignement du marxisme-léninisme dans les universités, il fait référence à Mao extrêmement régulièrement. Les méthodes même de contrôle sont d'influence maoïste. Alors je dis, c'est limite un communiste si on considère que le maoïsme était une forme de communisme. Après, on peut générer un débat théorique sur qu'est-ce que c'est que le communisme. En tout cas, je dirais que c'est un maoïste. Par exemple, dans les méthodes de contrôle, il a renforcé les séances, enfin, il a développé, il a remis au goût du jour des séances de critique et d'autocritique au sein des ministères où il faut se dénoncer mutuellement. Il y a une plateforme de dénonciation qui a été ouverte. Et aussi des séances de session politique où il faut apprendre par cœur les discours de Xi Jinping, les répéter et ensuite les mettre en application. Donc voilà, certains think tanks ont tellement de réunions politiques obligatoires, notamment des réunions qui demandent à ces grands enfants d'analyser la philosophie de Xi Jinping comme si c'était un grand penseur, comme s'il était Marx. Donc ces réunions sont tellement fréquentes dans certains centres de recherche qu'ils ont de moins en moins le temps de se consacrer au fond des sujets. Mais bien sûr, si l'on considère que la pensée de Xi Jinping n'est pas une question de fond, et je ne ferai pas cet affront, mais on a vraiment donc un changement de climat qui est réel, qui a été lancé par la campagne anticorruption de 2013. Mais quand cette campagne était lancée, on s'était dit, oui, il lance une campagne anticorruption, mais tous les dirigeants chinois ont lancé des campagnes anticorruption à leur arrivée. C'est pour redorer le blason du Parti communiste chinois, faire un peu de ménage. Bon, voilà, c'est pas nouveau. D'habitude, ça dure 1 an. Là, ça continue à durer. Ça fait 6 ans. Et cette campagne a puni plus d'1 million de personnes et fait peur. De fait, on a peur d'être dénoncé parce que tout le monde est potentiellement coupable, parce que ce qui était autorisé de tolérer auparavant sous Hu Jintao et ne l'est plus aujourd'hui, et la procédure est rétroactive, la mise sous enquête. Donc on est dans un climat de peur évident qui a des conséquences sur le processus de décision. Je ne fais pas du tout ça pour faire une conférence de droits de l'hommiste. Mon boulot, c'est faire de l'analyse et je ne suis pas dans une ONG. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. On est en situation, un contrôle politique renforcé. Et aussi une approche de l'économie qui ne tend pas vers le libre-échange. Lorsqu'on note le renforcement des cellules du parti, du poids des cellules du parti dans les entreprises d'État, mais aussi dans les entreprises privées et aussi les entreprises étrangères, ça c'est un fait qui existe. Lorsqu'on fait le bilan des zones pilotes de libre-échange qui avaient été créées au début du mandat de Xi Jinping, le bilan est absent, c'est-à-dire qu'il ne communique plus sur le sujet. Et la réforme des entreprises d'État, de même, on a du mal à voir en quoi la restructuration de ces gros conglomérats, c'est plutôt une réforme structurelle plutôt qu'une réforme vers le libre-échange. Comment tout cela peut tenir ? Moi, j'avais tendance à dire, dans les 5 premières années, on commence à avoir un certain ressentiment, commence à s'agréger chez les cadres du parti, notamment locaux, ceux qui connaissaient des proches qui étaient emprisonnés, qui considéraient que leur situation est assez injuste par rapport à une vie qu'ils ont pu dédier au parti, à un engagement pour le parti. C'est comme ça qu'ils sont remerciés par la perte du jour au lendemain de tous les avantages en nature, un salaire qui tourne à 400 € par mois et une peur renforcée au quotidien dans la conduite de leur travail et de leur mission. Donc oui, certaines personnes, même en restant assez loyaux vis-à-vis du Parti communiste, témoigne d'un ressentiment vis-à-vis de la personne de Xi Jinping, précisément. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas un bon communiste, ce n'est pas quelqu'un qui sert le peuple, c'est quelqu'un qui abuse de son pouvoir, regardez le culte de la personnalité, etc. On entend toutes ces critiques à demi-mot parce que le risque d'expression est vraiment réel. Donc, la question, combien de temps cela peut tenir, tout dépend de savoir quel est l'écart entre l'agrégation du ressentiment et l'expression de l'agrégation de ce ressentiment. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre le ressentiment et la volonté vraiment de s'exprimer dans le contexte actuel, parce que voilà, ça ne concerne pas uniquement soi-même, mais sa famille, son train de vie, etc. Tenir, moi j'ai tendance à dire, si je me place à la tête de Xi Jinping, peut-être je serai encore confiante, parce que Xi Jinping a à sa disposition à la fois des moyens humains de contrôle et de plus en plus des moyens technologiques. L'utilisation du big data, et donc la Chine a développé dans les universités des centres de recherche qui s'intitulent Big Data and Social Management, c'est-à-dire l'utilisation du big data au service de la gestion de la société, c'est-à-dire comment anticiper les mouvements sociaux, comment éviter qu'une manifestation en ligne ou que des mécontentements en ligne se retrouvent dans la rue. Et puis la censure elle-même en ligne s'est renforcée de manière assez forte ces 5 dernières années. Hu Jintao avait une approche, nous avons les nouveaux réseaux sociaux,
laissons un peu se développer cet outil qui est important pour notre économie et qui l'est toujours en Chine. Et en même temps, contrôlons, censurons de manière intelligente, efficace et ciblée. Xi Jinping continue à avoir cette approche, mais quand même, il n'hésite plus à censurer des contenus beaucoup plus larges et beaucoup plus fréquemment que son prédécesseur. Donc combien de temps tout cela peut tenir? Il faut aussi se rappeler que le Parti communiste chinois est très solide, hein. C'est près de 90 millions de membres, 89 millions. C'est des individus, quel que soit leur ressentiment, qui sont mobilisables par les institutions de tutelle, et tout ça est très structuré. Parti communiste chinois, c'est aussi une représentation dans toutes les institutions du pays, hein, des universités, des hôpitaux, des entreprises, on en a parlé, et cette représentation se renforce. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les départements de recherche des universités, avant il y avait c'était une double direction, hein, avec direction académique et direction politique. Aujourd'hui, la direction politique supervise la direction académique. Donc il y a des moyens de représentation et de suivi, on va dire, du ressentiment et du mécontentement beaucoup plus, on va dire, organisés. Voilà, donc je sais pas, je ne vais pas répondre à cette question combien de temps ça va tenir, parce que c'est très difficile en termes de durée, mais j'espère vous avoir donné des éléments pour vous dire qu'il y a à la fois des indications qui permettent de dire que le système peut tenir tel qu'il existe, et qu'il peut être aussi challengé compte tenu de l'agrégation du ressentiment existant. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Serge Azebazé, Activa Europe. Je voulais savoir quel est le sentiment que, selon vous, sachant qu'aujourd'hui la Chine investit pas mal donc, dans les pays d'Afrique francophone, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quel est le sentiment de la Chine vis-à-vis de la France et qu'est-ce que vous en pensez vous-même en tant que chercheur? Le sentiment en termes de coopération Chine-France en Afrique francophone? Absolument, tout à fait. Bon, ils vont importer de la viande bovine. Ça, c'est une chose positive, au moins. Française en Chine? Oui. Ouais, mais là, on parle en Afrique. Au début, la Chine considérait que les entreprises françaises étaient des entreprises, des compétiteurs, hein, c'est-à-dire des concurrents. Je pense que de plus en plus, la Chine a bien compris que les entreprises françaises disposent, et puis les institutions françaises au sens large disposent d'une expertise, d'une connaissance, d'un réseau aussi dans certains pays d'Afrique qui peut être bénéfique aux entreprises chinoises. Et je pense que c'est par ce biais, avec cette motivation en tête, que la Chine appelle de plus en plus à renforcer la coopération tripartite, aux coopérations pays tiers, Chine-Afrique, Chine-France en pays d'Afrique francophone. Mais ce n'est pas un modèle unique à la France, elle fait la même chose avec l'Espagne, coopération Chine-Espagne en pays en Amérique latine, outre le Brésil. Et elle fait aussi ça avec le Portugal, coopération Chine-Portugal en pays d'Afrique lusophone et au Brésil, par exemple. Donc c'est intéressant de voir que je pense que c'est un mécanisme général qui ne concerne pas uniquement la France, même si la France a été l'une des premières à discuter de ce type de partenariat avec la Chine en Afrique. Côté français, les éléments de réflexion souvent qui émergent, c'est de dire, vous parlez de coopération tripartite, mais en fait c'est une coopération bilatérale en pays tiers en fait. C'est-à-dire est-ce que les intérêts locaux sont vraiment pris en compte, encore une fois l'évaluation du risque, y compris géopolitique et de sécurité, et puis est-ce que vous voulez vraiment aussi contribuer au maintien de la sécurité dans certains pays qui en ont besoin. Certes, la Chine contribue à la lutte contre la piraterie dans certaines zones, mais globalement, la présence militaire chinoise, elle se fait dans le cadre, sous casque bleu, dans le cadre des Peacekeeping Forces, mais globalement, la Chine n'est pas un acteur, en tout cas, n'a pas une connaissance jusqu'à présent locale aussi fine que certaines puissances bien installées, enfin certains pays qui travaillent avec l'Afrique francophone depuis longtemps. En même temps, la Chine, à l'inverse, bénéficie d'une image parfois plus positive, y compris auprès des élites politiques, parce qu'elle n'a pas qu'elle souligne un clean record, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'elle souligne qu'elle n'a pas été une puissance colonisatrice, elle souligne qu'elle est un pays du Sud. Alors ça, c'est aussi compliqué, parce que la Chine se positionne encore comme pays en développement, mais certains pays en développement disent bon, vous êtes bien gentils, mais arrêtez, quoi. Là, vous foutez un peu de nous, parce que bon, vous êtes quand même deuxième puissance économique du monde, etc. Mais il y a quand même un positionnement sud-sud, post-conférence de Bandung, qui peut être encore attrayant aux yeux de certaines élites politiques d'Afrique subsaharienne, mais aussi au Maghreb. J'ai eu l'occasion de le constater, que ce soit au Maroc, en Algérie ou même en Tunisie. Donc je pense que cette coopération va se renforcer dans les prochaines années, que la question de l'emploi local se pose encore,
dans un certain nombre de pays et de retombées économiques locales, même s'il ne faut pas avoir un bilan tout négatif. En effet, la Chine a vraiment contribué au développement des infrastructures dans un grand nombre de pays africains. Le fait qu'elle développe un réseau aussi de bourses, enfin un réseau médiatique et culturel, c'est-à-dire la Chine accorde énormément de bourses aux étudiants africains en ce moment, aussi énormément de bourses aux fonctionnaires et aux diplomates africains pour se former en Chine. Et donc là apparaît encore une fois la question du modèle chinois, puisque la Chine espère de plus en plus se positionner comme un exemple pour l'Afrique en termes de modèle de gouvernance et aussi modèle de développement économique. Et souvent, des questionnements émergent, mais certes, mais est-ce que la Chine fait rêver? Bah oui, elle fait rêver quand on va à Shanghai, ça fait rêver. Le simple fait que la Chine affiche un développement économique aussi rapide est un outil de soft power évident. Et puis, le fait aussi que la Chine, tout simplement, construise des parcs industriels à l'étranger, c'est une façon aussi de créer une structure de développement économique particulière qui se rapproche de la sienne. On peut remettre en cause la dimension idéologique de la promotion d'un modèle de développement, mais en termes de structure, la Chine encourage à la localisation, à la construction de zones industrielles comme Deng Xiaoping l'a encouragé sur son territoire dans les années 80. Et la Chine aussi encourage les États à investir lourdement dans les infrastructures. Donc c'est un modèle de croissance particulier qui est basé sur un investissement sur les infrastructures. Donc je pense vraiment là qu'en Afrique, nous allons noter de plus en plus une compétition en termes de modèle de gouvernance et de développement suite à l'activisme, à la volonté de la Chine de promouvoir, de se positionner comme exemple et comme apporteur ou fournisseur de solutions. Je serais peut-être un peu moins emballé que vous. Je pense que nos amis africains découvriront assez rapidement quand même une certaine forme de néocolonialisme chinois, et je me demande si les échanges culturels n'auront pas le même destin que la grande époque de l'université d'amitié entre les peuples, Patrice Lumumba à Moscou. Enfin, ça c'est... Alors, je vais peut-être utiliser mon privilège pour poser la dernière question. En fait, 2 questions. Il y en a une première totalement idiote. On dit Nouvelle Route de la Soie en français, on dit Belt and Road en anglais. Ils disent quoi les Chinois? Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième, pour vous permettre de conclure sur l'actualité, et ça fera un lien avec ce que j'ai pu raconter hier matin, comment voyez-vous l'avenir de alors là, complètement différent, la guerre commerciale États-Unis-Chine, comment voyez-vous son évolution? Je vais commencer par la question un peu difficile, qui est l'avenir de la guerre commerciale. Encore une fois, on revient aussi à cette première question sur la transparence, c'est-à-dire que en ce moment, lorsqu'on aussi analyse les débats à l'OMC et les communications côté américain et côté chinois, la situation reste très, très tendue, et certes, il y a des négociations, on a parlé du cas ZTE, où il y a certains ajustements, mais je pense que on s'oriente vers clairement un affaiblissement, peut-être la fin de l'OMC. En tout cas, c'est vraiment l'approche, le questionnement qui est sur la table. Et on s'oriente aussi à un débat sur ce qu'est le protectionnisme, ce qu'est le libre-échange, avec la Chine qui va de plus en plus utiliser cette guerre commerciale comme un exemple de sa bonne volonté par rapport à un pays, les États-Unis, qui, eux, s'engouffrent, s'enfoncent dans le protectionnisme. Donc je pense que la Chine va tirer parti de cette compétition, en termes de compétition, même si elle est touchée économiquement, elle considère, je pense, le débat actuel comme une opportunité et se tourne de plus en plus aussi vers l'Europe pour souligner qu'il faut coopérer ensemble dans un cadre multilatéral et renforcer les partenariats économiques et commerciaux. Donc, à mon avis, il y a une dimension géostratégique intéressante à analyser qui va se développer dans les prochaines années autour du discours protectionnisme, ouverture du marché. On n'est qu'au début, à mon avis, de ce point. Il y aurait encore beaucoup à pas dire, mais comme on est à la fin, je me permets de rebondir sur les 2 autres points, sur le néocolonialisme et sur les réticences de certains pays africains. Je suis entièrement d'accord avec vous, il y a une diversité de points de vue, en fait, mais on note aussi parfois un décalage entre insatisfaction de la population locale et enthousiasme de certaines élites politiques vis-à-vis de la Chine aussi. Donc il y a ça. Oui, je veux pas accuser, mais je veux dire, même aussi, il faut prendre en compte aussi les divisions politiques
on a parfois des partis politiques, un parti au gouvernement pro-Chine, un parti d'opposition anti-Chine ou vice-versa. Mais la Chine est bien consciente aussi des alternances politiques et des calendriers politiques. Et la Chine a annoncé pour les 5 prochaines années l'invitation de 15 000 représentants politiques étrangers, en premier lieu des pays en développement, en Chine, pour mieux les familiariser aux positions chinoises et globalement renforcer ce cercle d'amis à construire. Bien sûr, ce n'est qu'une annonce, mais je pense qu'il faut bien prendre en compte la diversité d'approches politiques chez certaines élites, même européennes, et le décalage qui peut exister entre la perception de la population et celle des élites. Voilà, mais vous avez entièrement raison, une diversité de positions. Et sur les nouvelles routes de la soie, pour conclure avec un peu de clarification, et c'est une question pas du tout bête, totalement légitime, parce que, encore une fois, nous sommes dans le flou. C'est-à-dire que les Chinois disent « Idai Ilu ». Si vous voulez avoir l'air intelligent dans un dîner en ville, il faut dire ça « Ah, Idai Ilu, c'est un grand projet ». Mais le Idai Ilu, ça n'a pas changé. C'est-à-dire c'est One Belt, One Road. C'est One, Idai Ilu, One Belt, One Road. Ça n'a pas changé. Donc ce concept est toujours le même. Par contre, la Chine a ajusté sa stratégie de communication à l'étranger. Au début, elle disait « Nouvelle route de la soie ». Mais comme émergeait un discours un peu critique sur l'éloignement par rapport aux routes historiques, et puis ça ne se traduisait pas bien en toutes les langues, ce n'est pas toujours un concept aussi qui permettait de développer l'expansion géographique du projet. Comment parler des nouvelles routes de la soie en Arctique ou en Amérique latine, c'était un peu plus compliqué. Donc la Chine a, à ce moment-là, traduit son expression en anglais « One Belt, One Road », une route, une ceinture, une route. C'est un peu particulier parce que la route est maritime et la ceinture est terrestre, alors qu'on aurait pu penser que ça devait être l'inverse. Bon. Et après cette promotion de One Belt One Road, la Chine s'est rendue compte qu'en fait, ça faisait one and one. Et comme il y en avait plusieurs des routes, ça crée une limite au concept. Et donc, il fallait mieux enlever le one. Donc maintenant, c'est Belt and Road. Et ils ont aussi pris en compte le fait que de plus en plus la Chine était critiquée pour imposer une stratégie, un plan très bien défini, calculé, etc. Donc ils ont dit non, c'est pas Belt and Road Strategy, c'est pas Belt and Road Project, c'est pas Belt and Road Plan, c'est Belt and Road Initiative. Donc maintenant, la version officielle en anglais, c'est Belt and Road Initiative, BRI. Moi, je considère qu'en tant que chercheur indépendant, je ne suis pas obligée de m'ajuster toutes les secondes à l'évolution des discours, mais c'est intéressant de le noter. C'est intéressant de noter qu'il y a vraiment une communication très réfléchie par rapport à la promotion du projet à l'étranger, et c'est aussi intéressant de noter la rigidité de plus en plus évidente par rapport à l'emploi du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que chercheur, ou même quand le diplomate utilise le mot de nouvelle route de la soie, ou Belt and Road Project, ou Belt and Road Plan, ils sont tout de suite repris. On leur dit non, it's an initiative. And you have to say it's an initiative. Donc, on est là dans une communication rigide, coordonnée par le parti, qui commence à fatiguer certains acteurs, et j'en suis la première. Bien. Merci beaucoup. Vous avez été... Vous avez été passionnante au point, voyez-vous, qu'ils en ont oublié leur bol de riz. Donc, il est 2h moins le quart. Je crois qu'il est temps de conclure ce 10e rendez-vous de l'assurance, de féliciter les organisateurs, alors Patrice Gilbert, Frédéric Denefle, et puis derrière Madame Gagne, Prisca, etc., qui ont rendu ce rendez-vous de l'assurance possible. Et vous donnez rendez-vous, Patrice Gilbert vient de m'en donner les dates, de vous donner rendez-vous ici même le 14 et le 15 mai 2017. Merci encore à tous et surtout merci de me supporter encore. Ça, c'est quand même le plus grave.